Bien, mais je vous propose de commencer. Merci d'être là, très nombreux, mais on n'est pas extrêmement surpris, on s'y attendait un peu, parce que Cité Philo, ça marche bien, puis Gilles Kepel, ça marche bien aussi. Alors, je présente quand même rapidement Gilles, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, membre de l'Institut universitaire de France, et qui enseigne dans quelques autres universités internationales. Il a une formation, ça c'est très intéressant pour, je crois, comprendre Passion arabe, une formation d'arabisant, de philosophe, de sociologue et en sciences politiques. Plus ou moins en sciences politiques. Et je crois que les éléments, les quatre éléments sont pas inintéressants par rapport à Passion arabe. Alors, on va donner tout de suite la parole à Gilles. Moi, simplement, une réaction de lecteur. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre absolument agréable à lire, même si le sujet, évidemment, est éminemment grave, avec des portraits, d'ailleurs, qui montrent la singularité des interlocuteurs par rapport à leurs affiliations officielles. Vous avez fait le choix, Gilles, d'un journal. C'est peu courant quand on regarde votre bibliographie, et c'est une bibliographie qui montre que constamment vous êtes à la fois été attentif aux mutations du monde arabe et aux conflits internes, on va dire, au monde musulman, et à la question du fait religieux en France et particulièrement dans les banlieues, et qu'on a constamment eu un aller-retour entre ces deux champs. Et évidemment, Passion arabe, ça parle évidemment des printemps arabes, mais ça parle aussi d'une certaine manière de la France. Et donc, histoire de lancer le propos, est-il encore possible en 2012 ou en 2013 d'être un orientaliste après les critiques bien connues d'Edouard Saïd sur l'orientalisme? Et je crois qu'à un moment du livre, vous parlez de l'orientalisme et que vous vous définissez comme orientaliste. Bon, voilà, à vous. Merci, merci beaucoup Michel. Merci de m'avoir invité à Cité Philo, une manifestation dont je connaissais l'existence et que je rêvais un jour, à laquelle je rêvais un jour de participer. Donc c'est fait. Merci beaucoup. Dans un contexte qui est précisément celui que Michel David vient de décrire, puisque tout à l'heure, le jeune homme qui est venu me chercher à la gare m'a demandé si j'étais déjà venu à Lille. Je crois que ça doit faire 15 fois ou 7 fois cette année que je viens dans le Nord, puisque avec l'équipe de l'Institut Montaigne avec laquelle je travaille, nous sommes en train de mettre la dernière main, enfin la rédaction, d'une enquête menée depuis un an dans la France entière, sur les candidats issus de l'immigration aux élections législatives de 2012. Et donc, il y en a beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs. Et donc, voilà, ma présence ici est tout à fait à l'intersection de ces deux... Ce sont les deux jambes sur lesquelles je marche, puisque je reste 3 jours dans la région pour faire des entretiens également. Et donc, voilà. Donc, il y a eu pour moi une interaction permanente entre les deux champs, si j'ose dire, que je parcours, je n'ose pas dire les hauts champs devant un Roubaisien, que je parcours depuis maintenant une trentaine d'années, 40 ans, il va bientôt y avoir péremption, et c'est une manière de répondre à votre question, qu'est-ce qu'un orientaliste? Est-ce que je suis un orientaliste? Alors, de manière un peu provocante, j'ai choisi de m'assumer comme tel, tout en étant bien conscient de la polémique qui avait été déclenchée par Edward Said à la fin des années 70, avec son fameux livre « L'orientalisme, l'Orient », je crois que c'est créé, le sous-titre, par l'Occident, où il dénonce la fiction de l'orientalisme comme une pseudo-science, qui est en fait une opportunité pour accompagner la démarche coloniale d'asservissement de populations qu'on va décrire et analyser pour mieux les soumettre. Et
C'est du reste un débat qui, d'une certaine, à sa manière, est radicalisé, revient aujourd'hui dans un propos comme celui des, entre guillemets, indigènes de la République, dont certains des acteurs sont aussi des Haut-Béziens. Mais ce que j'ai voulu montrer, justement, c'est que cet orientaliste décrit par Saïd, qui est l'orientaliste en chambre, qui passe son temps dans les manuscrits et qui, à partir de la lecture des textes anciens, prescrit la conduite des sociétés contemporaines. Ce que Saïd critique chez Bernard Lewis et chez un certain nombre d'autres, c'est que ce sont des gens qui sont des érudits linguistiques et qui, à partir de leur connaissance des textes, donc, et sans aller sur le terrain, sans rien connaître à la réalité, détermine, essentialise, comme on dit en philosophie, puisque nous sommes la cité philo, essentialise des comportements, des phénomènes sociaux. Oui. Or, dans ce débat, il y a deux choses. Sur ce constat, il n'y a rien à dire. Effectivement, si on essentialise des phénomènes sociaux à partir de lecture de textes, on est à côté de la plaque. Et c'est par exemple ce qui me différencie ma démarche de celle d'Alain Finkielkraut, si vous voulez, dont je respecte tout à fait l'intelligence, la connaissance du corpus philosophique, etc., mais qui, à mon avis, surinterprète des phénomènes sociaux alors qu'il ne se rend pas sur le terrain. Mais à l'autre extrême, je ne suis pas pour autant un fan de Claude Askolovitch, qui lui va sur le terrain, mais qui a une attitude un peu de ravi, comme on dit à Marseille, et qui n'a pas le background intellectuel et la connaissance pour décrypter ce qu'il voit. Donc ce journal, cet effort que je fais, la démarche qui est la mienne, est un peu entre les deux, si vous voulez. C'est ni Finkielkraut ni Askolovitch. Voilà, on va dire c'est le ni-ni. Et autant il n'y a rien à dire contre une critique qui dit celui qui ne fait que lire les textes et parle d'une société sans s'y intéresser, sans la connaître, physiquement même, charnellement, à travers sa dimension sensible, puisqu'on est toujours en philosophie. Et c'est ça le livre. C'est un livre sensible, au sens qui n'est pas seulement intelligible. Ouais. Ça, c'est juste. En revanche, il y avait aussi autre chose. Il y avait un non-dit derrière le propos saïdien et qui a été repris ensuite par toute une logique militante, qui était, en gros, d'interdire à ceux qui ne faisaient pas partie de la, entre guillemets, communauté étudiée, de l'étudier. Et qui également considérait que, au fond, avoir appris une langue, des langues, c'était quelque chose qui, si l'on n'était pas un représentant du groupe, faisait de vous un espion. Et or, à partir de ce moment-là, on considère qu'il n'y a d'expression légitime et licite du groupe que ceux qui en font partie. Mais ceux qui en font partie, leur parole est bien sûr tout à fait légitime, mais elle n'est pas la seule légitime. Sinon, on considère qu'il n'y a que le propos militant qui est légitime. Et puis les propos militants, il n'y en a pas qu'un, il y en a des dizaines. Donc c'est aussi interdire à celui qui ne fait pas partie du groupe de l'étudier. Et l'étude, ça ne veut pas dire l'entomologie, c'est pas l'observation des fourmis, c'est aussi... Alors c'est difficile de vivre, j'imagine, dans une fourmilière, mais c'est aussi de vivre avec des gens, de partager leurs remarques, leurs sensibilités, etc. Et ce que j'ai essayé de faire, justement, après 30 ans de métier, où j'ai beaucoup fait de terrain, ça a été de me plonger dans cet immense bouleversement qui était ce qui s'est produit depuis, non pas tant le printemps, parce qu'en fait, la plupart des événements sont passés en hiver, les premiers. Le 17 décembre 2010, quand Mohamed Bouazizi s'immole par le feu à Sidi Bouzid, dans une petite ville de l'Hinterland tunisien, c'est en hiver que je sache. Quand
Ben Ali part le 14 janvier, c'est en hiver. Quand Moubarak part le 11 février, c'est en hiver également. Et même quand les Saoudiens écrasent ou avortent la révolution bahreïnie, c'est le 14 mars, qui est encore pour 7 jours dans l'hiver. Et le terme de printemps, précisément, est une construction. C'est ce que, puisqu'on est toujours dans la philosophie, c'est ce que Durkheim appelait une prénotion. Ce qu'il appelle, c'est défini comme ces sortes de concepts grossièrement formés qui nous donnent l'impression qu'on comprend la réalité, mais qui sont en fait exclusivement des produits du sens commun, un peu prétentieux, disons. Parce que quand on dit printemps, en réalité, on s'empêche de penser. On dit printemps parce qu'on a vu des filles dans la rue avec des iPads, des iPhones, des iPods, je ne sais quoi, qui avaient l'air d'être comme nous, finalement. Elles sont... c'est le printemps, ça y est, les Arabes sont entrés dans la modernité, fini Ben Laden, fini les barbes, fini le djihad, fini le niqab, etc. Ils vont être comme nous. C'est le printemps, comme le printemps des peuples, comme... bien sûr, c'est printemps de Prague, même le printemps des peuples 1848, il faut faire attention, puisque dès l'automne, en 1848, la réaction, entre guillemets, a tout récupéré, et Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. Mais c'est cette espèce de manière de penser qui fait qu'on souffre de deux maladies intellectuellement transmissibles venues des États-Unis. L'une qui est la Fukuyamite de Francis Fukuyama, donc qui est The End of History, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Le monde a vocation à résorber toutes ces différences pour finalement entrer dans le modèle américain. Et il y aura à Roubaix le parti démocrate de Roubaix, le parti républicain de Roubaix, le parti républicain égyptien et le parti démocrate égyptien, et embrassons-nous Folleville et tout ça. Voilà. Et il y aura juste des problèmes pour savoir si le McDo, ici, est halal, là, est kasher, là, il est je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu la logique printemps, vous voyez. Et donc, là encore, on n'est pas du tout dans la réalité, on ne va pas dans le réel. Il n'y a rien de sensible dans cette démarche, elle n'est même pas intelligible, c'est de la prénotion au sens de Durkheim. Un an après, patatras, les islamistes raflent partout les élections. Et alors là, changement de maladie, et donc on passe dans la huntingtonose, qui est le complément de la Fukuyamite et qui fonctionne en couple avec elle finalement, c'est comme le sadomasochisme, le maniaco-dépressif, enfin ça, tous ces machins comme ça, et la huntingtonose, c'est le contraire, c'est le clash des civilisations. Résumé, il n'y a rien à faire avec les Arabes, il n'y a que barbe, djihad, niqab, etc., Ben Laden, mitraillette, prise d'otages et tout ça. Et si vous suivez un peu la presse, c'est le printemps arabe, donc Yukaïdi, Yukaïda, et ensuite, astaghfirullah, horreur, je demande pardon à Dieu, c'est l'automne islamiste. Et, voilà. Et puis finalement, il n'y a rien à en tirer. Maintenant, on ne comprend plus rien, les gaz chimiques, l'Iran, enfin, donc c'est le brouillard le plus complet. Et donc ma démarche, elle est totalement opposée à ce genre de choses. Et Loriot, je vais vous lire un petit passage où j'essaie de définir celle-ci. Qu'est-ce que je fais quand ces événements se produisent? À l'époque, j'étais justement en train de travailler sur la France, en train de faire une enquête qui a abouti à mon livre 93 et un autre qui s'appelle Banlieue de la République, qui était une enquête sur Clichy-Montfermeil, l'agglomération de Clichy-Montfermeil, pour comprendre, essayer de démonter, de déconstruire, comme on dit aussi en philosophie, ce qui s'est passé en 2005, puisque les grandes émeutes de 2005, qui sont un moment très important dans l'histoire de la France contemporaine, sont nées à Clichy-Montfermeil. Comment exactement? J'ai essayé donc de revenir ab ovo, si vous voulez. J'ai ensuite, avec beaucoup moins de moyens, essayé de faire la même chose à Sidi Bouzid pour comprendre pourquoi l'étincelle avait pris là et pas ailleurs. Je vous en dirai un mot tout à l'heure si vous voulez. Et donc, j'étais en train de faire autre chose. J'ai regardé ça se passer. Et puis, bon,
Nous avons terminé nos entretiens et dès que j'ai eu la possibilité, je suis parti. J'ai quitté le RER, le train de banlieue parisien, pour les avions de nouveau. Et j'ai fait environ 35 voyages, un peu plus même. Enfin, j'en fais quand je vais encore à Tunis ce week-end. J'étais à Beyrouth la semaine dernière, il y a 15 jours. Pour m'immerger là-dedans. Pour essayer de, avant même de comprendre, pour essayer de sentir. Je veux dire, c'est là. Je pense que c'est le sensible qui conduit à l'intelligible, si vous voulez, à l'intellection. Et qu'à trop se précipiter dans l'intellection, on rate l'essentiel, on rate le phénomène. Vous voyez, et ça, j'ai à la fois eu une démarche qui était, bien sûr, j'ai 35 ans de métier, donc je connais quand même des gens, j'ai appris la langue, ou les langues, je me suis fait des amis, des ennemis, et puis je suis, comment dire, je publicise ce que je fais après. C'est-à-dire, dans le monde arabe, comme ils n'ont pas beaucoup de ce qu'ils appellent soit en Égypte des khawagas, soit des gaouris, des gouers au Maghreb, c'est-à-dire des infidèles ou des blancs, comme vous voulez, qui peuvent s'exprimer en arabe à la radio ou à la télé. Je suis assez sollicité, donc les gens me connaissent en plus, dans la rue, en Tunis, les gens m'arrêtent, et pour discuter. Et d'une certaine manière, pas partout, mais il y a des endroits où je suis devenu un élément du débat, d'une certaine manière. Le regard de cet orientaliste au départ excommunié par Saïd, qui finalement est tout à fait accepté, puisque non pas que je sois en train de passer la brosse à reluire ou d'être systématiquement hostile, mais je crois que la démarche d'essayer d'entrer dans la sensibilité, d'échanger tout simplement, et aussi de faire l'effort d'apprendre une langue considérée comme difficile, etc., qui est un effort qui est trop peu fait. En France, les études arabes se sont totalement effondrées, y compris depuis quelques années, ça va être mal en pis, ce qui est un non-sens absolu, puisque c'est probablement l'arabe, si tant est qu'il y ait un arabe comme tel, mais si on met la somme des dialectes arabes, c'est sans doute la deuxième langue parlée en France aujourd'hui. Et donc, ça me semble un facteur intéressant comme mode d'approche, de s'immerger, de comprendre, de mélanger, de discuter. Et j'ai essayé d'aller partout et de voir tout le monde. Aussi bien en Israël qu'à Gaza, et qu'en Cisjordanie, en Égypte qu'en Tunisie, qu'en Libye, en Turquie, au Yémen, à Oman, à Bahreïn, à Qatar, en Arabie Saoudite. Je ne suis pas resté longtemps, je suis maintenant interdit de séjour, on ne peut pas tout gagner sur tous les tableaux, au Liban et dans la Syrie, entre guillemets, libérée, puisque l'année dernière, donc en octobre, il y a un peu plus d'1 an, je suis passé à travers la frontière turque dans un village qui venait de se libérer des dragonnades, d'une certaine manière, du régime syrien. Et pour moi, c'est ça aussi la démarche entre guillemets de l'orientaliste, c'est d'aller partout. Alors, il n'y a pas de science particulière qui fasse ça suffit de connaître l'arabe et puis qu'on ne connaît jamais vraiment complètement non plus. Quelqu'un responsable ici du centre culturel arabe de Roubaix me disait « Ah, vous parlez bien arabe à la télé, comment faites-vous » Et je lui ai dit « Non, c'est mon arabe à moi. Je mélange les dialectes égyptiens, syriens, le classique, un peu de maghrébin, un peu de couscous. Et au fond, c'est une sorte de salade niçoise, parce que je suis niçois au départ, une sorte de salade, c'est ma salade niçoise. C'est un arabe que je suis le seul à parler, sans doute, de celui-là. Cette personne qui est normalement constitué ne mélange des dialectes, puisqu'il a son dialecte à lui et sa langue classique, sauf s'il veut faire un effet particulier. Et au fond, cette langue étonnante, curieuse, mais que les gens comprennent, c'est ce qui fait ma distance et ma familiarité. Et cette distance, qui est aussi une distance donc culturelle, une distance historique, parce que en gros, j'ai un regard, si j'ose dire, de presbyte, puisque là je viens, c'est-à-dire je regarde ce que je vois avec mes 30 ans de machin. Un tel, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, il disait pas tout à fait la même chose. Truc a fait ça, il a changé de positionnement, etc. Et en même temps, je mets mes lunettes, je parle de presbytie, et en même temps, j'avais un regard de myope délibéré, c'est-à-dire je me suis collé là
pour essayer de voir ce qui se passait, d'aller dans les manifs. Dans le livre, par exemple, je raconte une manifestation dans un village chiite à Bahreïn, puisque pendant une partie du livre, on tournait un film qui était nul à l'arrivée, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il m'a permis d'écrire le livre. À Bahreïn, avec une équipe de télé, et on a été pris dans la manifestation. On est pris dans la manifestation, on suit, et puis la police arrive, tire des lacrymos, on court. Je me rappelle, en gros, les années 70. J'ai eu le même flash d'adrénaline en courant avec la police baloutche qui voulait me matraquer que devant les CRS il y a presque 45 ans, disons. Et tout d'un coup, une main m'attrape d'une maison, contrairement au quartier latin où les gens se barricadaient quand on courait à l'époque. Une main m'attrape et j'entre dans un intérieur chiite qui est, alors là, un vrai fantasme orientaliste parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que j'entre, et j'entre dans le gynécée, dans le harem, avec des femmes en déshabillé blanc, enfin un vrai tableau de Jean-Léon Gérôme, et je ferme la porte tout de suite, et je me trouve là avec un gars qui était peintre du dimanche et qui peignait le Bahreïn d'avant l'invasion pétrolière. C'était quelque chose de très émouvant. On a parlé de Matisse, tous les deux. Et ce type d'expériences comme ça, qui sont dues au hasard et qui sont dans le feu de l'action au sens propre. Enfin, je n'héroïse pas ce que c'est fait. Hein, n'importe qui faisait ça. Évidemment, ça apporte une mise en contexte que on ne peut pas avoir en lisant un blog, si vous voulez. Vous voyez ? Et c'est toute cette démarche qui est un peu la même que je fais en banlieue. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver une seconde. Voilà. Je vous lis ce petit paragraphe. Donc, en fait, le livre commence à Jérusalem, puisque j'ai été invité par un débat à l'université hébraïque. Et ensuite, je vais à Gaza, puis en Cisjordanie, après, je vais en Égypte. Enfin, c'est pas toujours. Et donc, voilà, je vous lis ce petit passage. Visiter l'État hébreu a longtemps été mal vu par ma génération d'arabisants, en majorité antisionistes et pro-palestiniens, car c'était une manière d'entériner l'entité sioniste, de trahir la cause palestinienne. J'ai toujours adopté une pratique différente. Pour exercer mon métier, il faut que je circule partout, que je parle à tout le monde. Je vais en Israël et, quand je m'y trouve, je voyage également dans les territoires palestiniens. J'en ai fait une question de principe auprès de mes interlocuteurs israéliens avant ce séjour, eu égard au refus de passage vers Gaza en 2009. Je raconte un peu avant qu'en 2009, faisant la même chose, je veux aller à Gaza, et comme il vient d'être bombardé, évidemment, les Israéliens n'ont pas très envie qu'un gars dans mon genre aille voir et ensuite écrive quelque chose en disant « tout est bombardé ». Et je les ai emmerdés là jusqu'à ce que je puisse passer de l'autre côté. Depuis plus de 3 décennies, ma ligne de conduite consiste à irriter délibérément et avec équanimité les idéologues de tous bords, du Golfe à l'océan, min al-Khalij et al-Muhit, comme le dit l'expression arabe qui définit en extension ce monde. Je renvoie ceux qui font courir le bruit de ma conversion à l'islam, imputé à ma vie privée, à ceux qui inventent de manière récurrente le juif Keppel, qu'ils se débrouillent entre eux. L'orientaliste assumé est un funambule qui manque à chaque instant de basculer dans le vide de l'embrigadement partisan, politisé au paroxysme. C'est aussi un animal à sang froid et au cuir épais, condition de la survie de l'espèce. Ce drôle d'hybride est menacé par un prédateur sournois, le laudateur. Si les éloges viennent d'un camp particulier, c'est qu'il s'est laissé mener comme un benet, que sa vigilance a été prise en défaut. Il est piégé, fini, acheté, récupéré, condamné moralement, intellectuellement failli. Voilà. Bon, alors, moi, ce qui m'a frappé aussi dans cet ouvrage, c'est qu'on s'attend à avoir un récit des conflits qui opposent les manifestants au régime. Donc, on est sur un axe dictature, démocratie, etc. Et ce qu'on voit au fil des stations de cette passion, c'est que on a un autre préconstruit en Europe. On parle de l'islam, comme si c'était un objet unifié, comme on dit le monde arabe, comme si c'était un objet unifié. Et on voit là que ce qui travaille vraiment ces révolutions, ces mouvements, c'est des contradictions extrêmement vives entre chiites et sunnites,
salafistes et fréristes, frères musulmans, sur fond de rivalité très très vive entre Qatar et Arabie Saoudite, l'Iran qui veut devenir une puissance régionale incontournable, la Turquie aussi. Bon. Donc, ce qu'on sort de la lecture de ce livre, c'est finalement un éclatement de la vision, on dira, traditionnelle, médiatique, qui consiste à dire il y a l'islam, voilà, c'est un machin unifié, qui entretient un rapport de confusion avec l'État, le pouvoir, la politique. Et là, on a une espèce de diffraction de cet objet. Et donc, j'ai envie de poser comme question, quels sont les conflits majeurs aujourd'hui qui travaillent ces sociétés, au-delà de la question de la mondialisation, de la modernisation, de la démocratie, etc., dont on voit bien que c'est des enjeux. Est-ce qu'on est là dans une nouvelle forme de conflit qui articule le politique, l'économique, le social et le religieux entre donc sunnites et chiites, frères musulmans et salafistes, etc. Ben, comme à Roubaix, hein. Il y avait même un candidat chiite du parti antisioniste, qui n'a pas fait beaucoup de voix, aux législatives. C'est le seul qui n'a pas voulu me rencontrer d'ailleurs. Mais oui, cette diffraction, en fait, elle est tout à fait délibérée. C'est la reconstitution de l'expérience sensible dans ma démarche. Et au cours de ce journal, qui est en fait un faux journal, c'est-à-dire c'est un journal en amont, pas en aval. Le journaliste, certains journalistes ont dit « Ah, c'est formidable, enfin Keppel, qui s'est partout trompé tout le temps quand il a écrit ses livres d'universitaires chiants, enfin il devient journaliste. Ah, vraiment, là c'est bien. » C'est tout le contraire de ce que je fais, mais je ne pouvais pas dire non, parce que sinon j'étais descendu dans les comptes rendus, et les comptes rendus font vendre les livres. Donc je leur donnais... Enfin, je vais laisser dire. Donc c'est un faux journal parce que, évidemment, j'ai vécu ce que je raconte, bien sûr, mais je n'ai pas pris de notes. Je ne prends jamais de notes. Quand je fais cours, je ne prépare rien. Et j'ai laissé le filtre de la mémoire le construire. Et cette démarche, elle prend par exemple, de manière récurrente dans le livre, le thème de la mosaïque, comme si j'ose dire, comme fil conducteur. Je passe beaucoup de temps au musée des mosaïques d'Antioche, qui est un lieu très important où je suis allé quand j'étais très jeune. C'est par là que je suis entré dans le monde arabe, quand j'avais 19 ans, en 1974. Et paradoxalement, alors je ne suis jamais retourné en Syrie, où j'ai vécu ensuite à travers la Turquie. J'allais directement par avion ou par bateau à Beyrouth, par avion, ou à Damas. À cause de la guerre, je retraverse cette frontière-là. Je retourne au musée des mosaïques, où j'étais allé il y a très longtemps. Et c'est le lien entre les deux, et la mosaïque qui construit le livre. Et la mosaïque est un élément clé pour comprendre, parce qu'on voit un paysage de loin, la figure prend sens quand on est loin, mais pour comprendre comment la mosaïque se fabrique, il faut se coller l'œil dessus. Et si possible, dans mon état de quasi-cécité, mettre des lunettes. Et sur la passion, en fait, le titre est ambigu, comme presque tous les titres de mes livres. Des fois, ça ne marche pas. En 1993, j'ai voulu en faire un titre très ambigu. C'était sur le département, mais c'était le lien à Victor Hugo, personne n'a compris. Mais parce que Les Misérables se passent à Montfermeil, en fait. Cosette, les Thénardier, on leur auberge à Montfermeil. Et bien sûr, c'est la passion au sens de la légitimité de l'expérience sensible, aux deux sens du mot sensible, par opposition à l'intelligible. Et puis, ça fait 40 ans que je m'occupe de ça, donc si je n'avais pas un peu de passion, je serais complètement masochiste, pour le coup. Mais c'est pour ça qu'il y a cette femme sur la couverture, qu'il y a beaucoup d'histoires de femmes dans le livre, et une présence très forte des femmes. Mais c'est aussi, bien sûr, la passion à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la passion christique, même si moi je ne suis pas croyant. Mais j'ai écrit le livre en 14 chapitres, c'est tombé comme ça, comme les musulmans, que les croyants me pardonnent la comparaison, disent que le texte sacré est tombé, Anzala, ça m'est tombé dessus. Et puis cherchant un titre, je me dis tiens, passion.
mais seulement, n'ayant pas fréquenté le catéchisme, je ne savais pas combien il y avait de stations. Donc j'ai regardé sur l'Internet, et miracle, c'est vraiment le mot, il y a 14 stations. Donc je me dis, là, c'est un signe. Je me définis comme un providentialiste athée. Donc là, il n'y avait pas de route. Bon, certains disent qu'il y en a 15 après Vatican II, donc j'ai ajouté un prologue comme ça. Les tradis et les cathos qui jouent de la guitare sont contents. Et donc, donc ça, c'est pour le titre et la démarche. Et puis, quels sont les conflits? Alors justement, cette démarche est aussi très opposée à celle d'individus qui se disent universitaires, mais dont qui je dénie même ce qualificatif, de mon point de vue, qui, 15 jours ou 3 semaines après la survenue de ces événements, écrivent X leçons sur la révolution arabe. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme leçon 3 mois ou 6 mois après? Rien. C'est en train de se produire, c'est pas fini. Ce livre est paru à la fin du printemps cette année, donc avant l'élimination de Morsi en Égypte, la réduction du Qatar à plus grand-chose aujourd'hui par rapport à son triomphalisme ahurissant l'année dernière. Narda en Tunisie n'en finit pas de partir du gouvernement. La guerre civile syrienne, alors qu'il y a 1 an, on donnait à Assad quelques heures, quelques jours, quelques semaines au maximum de survie. Aujourd'hui, le sentiment, peut-être faux aussi, mais le sentiment, c'est qu'il est en pleine forme et que c'est lui qui calls the shot, comme on dit, qui contrôle le jeu. Et donc, je crois qu'il faut au contraire essayer de ramasser les matériaux, de récolter plutôt les matériaux qui permettront aussi d'écrire cette histoire après. Sur le coup, on ne sait pas très bien lesquels sont pertinents et lesquels ne seront pas pertinents, lesquels sont purement contingents, lesquels seront nécessaires. Pensez à la guerre d'Algérie, par exemple. La guerre d'Algérie la guerre d'indépendance, a été écrite par les vainqueurs. Bon, il y a eu des gens qui ont ramassé le matériau, comme Yves Courrière, par exemple, mais bon, ils ont été mis sur la touche, considérés comme pas sérieux à l'époque, puis pas assez idéologiques aussi. Et globalement, l'histoire canon de la guerre d'Algérie a été écrite par les vainqueurs, par le FLN. Et il a fallu attendre beaucoup plus tard le travail de quelqu'un comme Benjamin Stora, qui s'est intéressé, alors justement, à des choses qui, dans le Nord, avaient une importance considérable, c'est-à-dire la guerre entre les messalistes et le FLN, 200 morts à Roubaix, je crois, il me semble, à peu près. Bon. Donc, on ne rigole pas, pour le contrôle à la fois de l'idéologie, mais aussi le contrôle du nerf de la guerre, du racket, pour payer les armes, etc. Bon. Et ça, on le découvre après. Et il m'a semblé que c'était important, justement, pour ça, de voir tout le monde, et d'identifier le maximum de systèmes de contradiction. Je vous donne un exemple, y compris quand des gens me disent des choses auxquelles je ne crois pas, enfin, qui me semblent sur le coup bizarres, mais bon. Quand elles m'ont semblé intéressantes, suffisamment paradoxales, les porteuses, je les ai retranscrites, sauf une que je n'ai pas retranscrite et j'ai eu tort, vous allez voir. Donc, à un moment, je discute avec un responsable de la sécurité, entre guillemets, israélien, au mois de mars, donc, alors qu'on n'en était que pour le Yukaïda, les frères musulmans n'avaient pas joué de rôle particulier, ils avaient commencé, mais la plupart des gens ne s'en rendaient pas compte. Et il me dit, cette histoire ne nous inquiète pas du tout en Égypte. Je dis, ah bon, pourtant... il me dit non, mais de toute façon, ne vous faites pas d'illusions, c'est les frères musulmans qui vont ramasser la mise. Je dis ah oui. Il me dit oui, l'armée est discréditée là, et c'est les frères qui sont le seul groupe organisé qui vont, quand il y aura des élections, qui vont les emporter. Bon, effectivement, c'était juste. Et bon, après, ils ont été éliminés, mais pour une autre raison. Et je lui dis, mais pour vous, le frère musulman... c'est peut-être un souci en Égypte. Non, pas du tout. Nous, notre problème, c'est le Hamas. Hamas, aujourd'hui, est contrôlé par l'Iran. Si on appelle Téhéran, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez, alors qu'en Égypte, on sait très bien quel numéro appeler. Et on peut très bien organiser la cogestion du Hamas avec les frères
et ensuite même avec le Qatar, puisque le Qatar, d'une certaine manière, a acheté le Hamas à l'Iran comme ils ont acheté le PSG, le Barça, ou je ne sais quoi. Hein. Et maintenant, c'est plus compliqué, parce que le Hamas n'a plus ni Iran, ni Qatar. Et donc, ça m'a semblé une espèce de, oui, un délire d'Israéliens sûrs d'eux-mêmes. En fait, non. En fait, cette manière de voir les choses s'est avérée pendant un certain temps. Ensuite, il y a eu autre chose qui m'a été dit et que je n'ai pas retranscrit parce que je trouvais que c'était bon, parce qu'il y avait un peu de longueur dans ce chapitre, puis je trouvais que vraiment c'était totalement, c'était débile. Je rencontrais par un ami écrivain égyptien, dont je parle beaucoup dans le livre, Gamal El-Ritani, un général, Gamal El-Ritani étant plutôt du côté, disons, de l'armée et non pas des islamistes. Aujourd'hui, c'est devenu très courant en Égypte, mais à l'époque, ça l'était moins. Et ce général m'explique, me dit, voilà, on va les laisser gagner. Et puis, ils vont montrer qu'ils sont nuls. Ensuite, les gens vont vouloir qu'on revienne. Bon, je me dis, ce type dit n'importe quoi. Enfin bon, j'ai pas dit non, parce que qui était, je me dis, mais enfin, ça me semblait totalement à côté de la plaque, ils ne comprenaient rien. Et ça me semblait tellement à côté de la plaque que je ne l'ai pas mis dans le livre. J'aurais dû le mettre, effectivement, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors donc, c'est comme ça que je construis ces éléments de clivage, de contradiction. Et alors, est-ce que, justement, le conflit sunnite-chiite, le conflit salafiste-frère, le conflit laïque ou autre religieux, chrétiens, coptes musulmans, israéliens, autres, est pertinent ou non? Justement, ces phénomènes, alors je ne sais même pas si on peut les appeler des révolutions. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser le terme, mais avec prudence, parce que Marx, vous savez, a une très belle définition de la révolution. Quand il étudie les révolutions de 1848 en Europe, il appelle ça un moment d'enthousiasme. L'enthousiasme, pour lui, c'est le moment où les ouvriers et les bourgeois, les gens des faubourgs et les gens du centre, sauf à Roubaix, où le centre est mélangé avec les faubourgs, se fusionnent en dépit de leurs intérêts de classe divergents pour faire tomber l'ancien régime. Après, ils se tireront dessus. Et d'une certaine manière, il y a ça dans ces mouvements. En Tunisie, par exemple, j'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure si on a le temps. Si on part de Sidi Bouzid jusqu'aux élections qui vont amener Narda en tête en octobre 2011, on voit bien comment des groupes sociaux différents, des groupes culturels différents, régionaux, etc., vont fusionner selon un processus, une espèce de chimie, jusqu'à faire tomber Ben Ali. Mais en même temps, une révolution, c'est le changement de la propriété des moyens de production. En ce sens, la révolution iranienne est une révolution puisqu'il y a une classe qui est partie, ce qu'on appelle de manière polémique les taroutis, c'est-à-dire les diables, les mauvais, les infidèles d'une certaine façon, qui étaient les gens proches du Shah, qui sont désignés comme tels par les religieux, qui ainsi les stigmatisent pour mieux les exclure. Mais ils sont partis à Los Angeles et ailleurs, mais en fait ils reviennent aujourd'hui en Iran, financièrement ils sont très présents dans un certain nombre de transformations iraniennes, et notamment ce qui vient de se passer hier. Mais donc est-ce que c'est une révolution? Je n'en sais rien, je suis prudent là-dessus. Mais ce qui est très frappant en tout cas, c'est qu'on voit une grande partie des anciennes barrières, des clivages idéologiques avec lesquels on pensait ce monde. Par exemple, le sionisme face à la cause arabe et palestinienne. Celui-là est l'un des premiers, je ne dis pas qu'il a disparu, si vous êtes à Ramallah et que vous faites arrêter 15 fois pour aller de Ramallah à Jenin ou à Naplouse, vous avez une idée de ce que c'est que l'occupation, ce que vous voulez, enfin appelez ça comme vous le souhaitez, et vous le ressentez au quotidien. Mais ce clivage qui était d'une certaine manière structurant, aujourd'hui est quand même
plus compliqué à comprendre quand on peut dire, je le dis de manière facétieuse, que le Moyen-Orient aujourd'hui est divisé en deux axes. L'axe, si je puis dire, salafo-sioniste, c'est-à-dire celui qui voit dans le même camp Israël et l'Arabie saoudite aujourd'hui, et l'axe, si je puis dire, soviéto-chiite, c'est-à-dire celui qui voit Moscou et Téhéran dans le même camp. La France ayant choisi le premier camp, d'après ce que j'ai compris pour l'instant. Et donc on observe un bouleversement des schémas de pensée traditionnels. En même temps, c'est quelque chose, moi je ne l'ai pas rencontré dans le livre, que j'avais déjà vu avant dans un colloque dans un pays du Golfe, qui était un colloque assez fermé. Il y avait là donc quelques invités étrangers, dont moi, des golfiotes arabes, sunnites de la péninsule, et puis invité par téléconférence, je suis allé 2 ans de suite à ce colloque, un ministre israélien, qui était d'ailleurs sur 2 grands écrans géants, donc il était double et géant, alors que nous étions néantisés dans la salle, et nanifiés plutôt. Et donc, il expliquait aux Arabes du Golfe, depuis avec en plus la vieille ville de Jérusalem en background, bon, ils n'avaient pas mis des mosquées quand même, ils avaient mis une église, des clochers de l'église de la Nativité, qu'au fond, bon, nous les Israéliens et vous les Arabes du Golfe, on a eu ces disputés. Mais finalement, c'est pas grave, nous avons un ennemi commun, l'Iran. Bravo, disaient les types enquéfiés dans la salle en Dijdash. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui apparaître avec une forte opposition entre la rive arabe et la rive iranienne, avec la perspective que finalement, à l'issue de ces révolutions, l'Iran revienne comme puissance dans le marché pétrolier et transforme très profondément le Moyen-Orient, ce qui se passe en Syrie. Donc ces clivages, justement, ils sont évolutifs. Et c'est avec l'expérience sensible qu'on peut les percevoir. Il ne faut pas penser qu'ils disparaissent. La contradiction israélo-arabe, elle reste, elle est présente. Mais elle n'utilise pas nécessairement toujours le même vocabulaire. On a des alliances à compter. J'étais au Liban la semaine, donc il y a une dizaine de jours, j'ai vu pas mal de monde, en particulier dans le milieu chrétien, qui sont à peu près les seuls aujourd'hui au Liban, qui peuvent parler à tout le monde, puisque les chiites ne parlent plus aux sunnites, sauf avec des kalachnikovs, et les chrétiens, ou des mortiers, ou des attentats suicides, comme il y a eu l'autre jour, les chrétiens, eux, parlent à tout le monde. Ils ont perdu le pouvoir politique, ils ont gardé un grand pouvoir économique et médiatique, et ils parlent à tout le monde, même s'il y a 2 types de chrétiens aujourd'hui au Liban, les chrétiens sunnites et les chrétiens chiites, c'est-à-dire ceux qui sont alliés avec les Saoudiens et ceux qui sont alliés avec le Hezbollah. Et comment ? Michel Aoun avec le Hezbollah et Samir Jarja avec les Saoudiens, si vous voulez. Et donc, quand on pense à la guerre civile libanaise, donc il y avait 2 camps a priori, en tout cas c'est ce qu'on apprenait quand on était gauchiste. Il y avait les islamo-progressistes d'un côté, et puis les chrétiens fascistes de l'autre. Aujourd'hui, ces catégories ont-elles encore, comme on disait quand on était gaucho, opérationnelle, ont-elles une opérationnalité? Je me souviens, c'est la mémoire. Mon âge, ça commence à devenir un exploit. Et donc, non, elles ne le sont plus. En même temps, dans le Hezbollah, il y a, si j'ose dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans l'agglomération lilloise, il y a encore un très fort marquage, entre guillemets, islamo-gauchiste. Il y a un côté, les masses opprimées. Bon, est-ce que les masses opprimées sont avec Khamenei ou avec Rouhani? Je n'en sais rien. Mais on voit, et c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé sans tirer justement de conclusion, même si j'ai une lecture globale de la situation, on pourra en parler tout à l'heure dans le débat, mais j'ai essayé justement de repérer ces glissements de sens, de voir et de mettre des faits, des conversations, des choses auxquelles
j'assistais, auquel je participais, en perspective. Alors justement, ce qui est vraiment fort dans cet ouvrage, c'est de montrer c'est de défier, c'est de montrer l'éclatement des catégories dans lesquelles on perçoit cette réalité. En ça, c'est vraiment une révolution, puisqu'on n'a plus les grilles d'analyse qui nous permettent de le penser, on ne les avait pas forcément avant non plus. Et donc c'est un livre aussi qui se refuse à faire des pronostics. Voilà. Parce que finalement, c'est une révolution, et quelque part, la manière dont on fait maintenant de la politique en France et en Europe, elle est pas dans le temps de la révolution, elle est dans l'immédiateté. Donc on a parlé du printemps arabe, il fallait avoir un résultat tout de suite. Après, c'était le reflux, on a parlé de l'automne et de l'hiver islamiste. Bon, voilà, c'était la défaite. Comme on dit, le changement, c'est maintenant. Et le temps médiatique politique, voilà, le temps médiatique. Non, mais ça fait la transition avec un truc dont je veux vous parler. Le temps médiatique et politique, il est dans l'immédiateté, dans la réactivité immédiate, dans le Twitter. C'est la pensée à moins 140 signes. Et donc, on est incapable de penser une temporalité longue qui est celle de la révolution. Et donc, on ne peut pas pronostiquer ce qui va se passer, d'autant que cette révolution a pour premier effet d'éclater les catégories dans lesquelles on fonctionnait. On va prendre des questions dans la salle. J'ai une petite lecture là, dans une interview que vous avez fait, je crois, dans la Tribune. Vous dites « Le 5 juillet à Tunis, devant l'Assemblée nationale constituante, François Hollande, c'est pour ça que je disais le changement, c'est maintenant, a publiquement affirmé qu'islam et démocratie étaient compatibles. » Non, la France sait qu'islam et démocratie sont compatibles. C'est la phrase exacte. Et vous dites, cette déclaration est pour le moins curieuse, provenant du président d'une république laïque qui n'est pas habilité à juger des conditions de correspondance de toute religion, quelle qu'elle soit, avec la démocratie. N'est-ce pas aux musulmans eux-mêmes d'en décider, surtout qu'en la matière, les interprétations sont multiples et même antagoniques? Mais vous réponderiez quoi s'il y avait un pronostic à faire? Sur cette phrase? Non, sur le rapport islam-démocratie, puisque c'est quand même la question de ces révolutions. En tout cas, la question qui est posée à partir de l'Occident. Mais je ne la poserai pas comme ça, justement. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de l'islam, il y a plein de gens qui s'en réclament, mais de manière très différente. Et dire l'islam et la démocratie sont compatibles, c'est justement une démarche d'orientaliste dénoncée par Edward Said, c'est-à-dire qu'on essentialise l'islam. Toute personne qui s'appelle Mohamed ou Fatima ou Yasmina pense de la même façon. Donc elle est dans la boîte islam. Et après on voit si c'est compatible avec la boîte démocratie ou pas. Non, ça n'est pas ça, c'est une démarche qui est totalement philosophique, sociologique, tout ce que vous voulez. Et ça n'a pas de sens. Alors on peut dire, est-ce que les textes sacrés, le corpus des textes sacrés de l'islam est compatible avec quelque chose qu'on appellerait les valeurs démocratiques? Là encore, tout dépend de l'interprétation. Le salafiste djihadiste X, Foulan, évidemment, il n'en a rien à battre. Au contraire, il considère que la démocratie, c'est du kufr, c'est-à-dire de l'impiété, qu'il faut la détruire, etc. Bon. Mais telle autre personne qui se considère musulmane, éventuellement musulmane modérée, mais pas modérément musulmane, comme on le dit, peut être complètement à l'opposé de la position du salafiste djihadiste. Et son interprétation de l'islam, ou sa lecture de l'islam, ne voit aucun obstacle à une démarche démocratique, pluraliste, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que ce point de vue-là, c'est aberrant. Et dire la France c'est que, c'est doublement aberrant. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé que cette phrase n'était pas pertinente et qu'elle ne devait pas être prononcée par quelqu'un qui est président de la République française, en particulier dans une assemblée dominée par Narda. Et ça lui est revenu, d'ailleurs j'en parle dans le nouveau livre, parce que j'ai en train d'écrire en ce moment, ça lui est revenu dans l'interview du 14 juillet,
où Delahousse lui a dit « Alors, vous avez dit ça, qu'est-ce que vous en pensez s'il y a un parti islamiste en France aujourd'hui ?» Bon, du coup, c'est entré dans un pataquès épouvantable. Hollande parlait des chrétiens démocrates, c'est emmêlé les pinceaux. Quand une question est mal posée et mal formulée, l'effet boomerang est désastreux. Voilà, donc si les études arabes n'étaient pas dans un état aussi désastreux en France, peut-être que le président de la République serait mieux entouré. On va essayer de prendre des questions bien formulées. On a combien de temps, Gilbert? C'est toi qui es le patron, alors. Il y a beaucoup de monde dehors. Oui. Beaucoup de monde dehors sur la table ronde suivante. Oui. Vous ne pouvez pas venir avant. Donc je propose qu'on prenne 3 questions. Voilà. On reprendra pour ceux qui resteront. On reprendra ensuite des questions, bien sûr. Dans la table ronde, oui, voilà. On aura du temps. Voilà, voilà. Donc alors, trois questions. Je vais prendre les 3 en même temps. 3 questions bien formulées pour éviter l'effet boomerang. Merci. Allez-y. Bien. Passion arabe apparaît comme un parti pris d'une expérience sensible, comme vous le dites. Il se lit d'ailleurs comme un récit personnel, passionnel, mais il s'inscrit un peu en rupture par rapport au travail théorique que vous avez fait avant. Alors j'aimerais savoir qu'apporte-t-il de nouveau à l'analyse du monde arabo-musulman, ou fera-t-il l'objet d'une recomposition théorique, comme vous le laissez entrevoir, en disant que la chouette de Minerve se lève au crépuscule et que nous sommes encore à l'aube? Merci. Merci beaucoup. Vous souhaitez répondre? Non, je vais prendre les 3 à la fin. Une seconde question. Bonjour. Fond, oui. Alors, je voudrais... Vous pouvez lever la main que je vous vois? Si. D'accord, oui. Bonjour. J'aurais voulu parler, non pas du printemps arabe, mais vous avez évoqué la Turquie en passant les frontières. Et 90 ans après la proclamation de la République kémaliste, un certain nombre de femmes voilées sont entrées en octobre 2013 au Parlement. Et j'aurais voulu savoir, en dépit du fait que j'ai bien compris, vous ne vous livrez à aucun pronostic futur, vers quelle évolution tendait aujourd'hui cette République turque? Est-ce qu'il en était éventuellement d'une intégration au sein de l'Union européenne? Merci. Oula. Double. Là-bas, je crois. Oui. Oui, bonsoir. Nous ne sommes évidemment pas dans des communautés mystiques actuellement, mais dans des États laïques. Mais je me voudrais quand même savoir quelle valeur donnez-vous à la mystique musulmane dans votre démarche? Merci. Bon, je vais commencer. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question, qui est à laquelle je peux répondre le plus facilement. Aucune. Non pas que je dénie l'existence de la mystique musulmane, si vous voulez, mais comme votre voisin l'a dit très éloquemment tout à l'heure, c'est une expérience sensible qui est la mienne. C'est-à-dire que c'est à partir de ma propre sensibilité. Et la raison pour laquelle je porte ça sur mes épaules, c'est parce qu'il me semble que la distance que nous avons généralement ici, que mes lecteurs de langue française ont avec ce monde, a besoin qu'un être de chair, qui est moi-même, le porte pour en être le passeur, si vous voulez. Voyez ? Et donc, de ce fait, il y a un certain nombre de choix qui sont les miens et que j'expose, je n'oblige personne à les faire, si vous voulez. Mais je pense que pour avoir quelque chose à dire de manière justement au niveau du sensible sur la mystique musulmane, il faut soi-même être intéressé par la mystique. Chrétienne, juive, bouddhiste, je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. C'est comme ça, j'y peux rien. Bon. Donc, de même si je ne pourrais rien écrire sur le football, ça me fait épouvantablement chier. Même si je comprends que ça, c'est important. Il faudrait que je le comprenne. Peut-être la mystique aussi, d'ailleurs. Mais mystique et football, mais peut-être pour ma retraite. Alors. Mais vous n'aurez plus rien à faire. Donc, mais donc, je ne dénie pas du tout que cette expérience est importante, si vous voulez. Pour certainement toutes sortes de gens, mais ça n'est pas moi qui peux en rendre compte. Vous voyez ? D'autant que de manière cette fois-ci intelligible, je ne suis pas
je ne suis pas convaincu, mais peut-être est-ce que je me trompe, que ce soit un élément déterminant, enfin que ce soit parmi les choses les plus importantes, qui en tout cas qui se sont passées. Peut-être que ça va se passer, je ne sais pas, mais pour des raisons subjectives et quasi-objectives, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors la Turquie, effectivement, je me risque pas la prédiction, mais il y a des choses qui se sont passées entre l'écriture de ce livre et aujourd'hui. Et j'étais en Turquie au mois de septembre, hein, pas très longtemps, à Istanbul pour un colloque. Mon hôtel était juste sur le parc Gezi, qui vient de l'arabe Razi, c'est-à-dire le victorieux, celui qui fait la razzia, le conquérant. Et donc le Razi, c'est Atatürk, c'est le surnom d'Atatürk, certes laïque, mais qui en fait utilise tout un vocabulaire islamique pour construire son identité. Et Atatürk, comme vous le savez, construit la Turquie laïque, mais sur l'expulsion de tous les chrétiens. Les seuls qui restent en Turquie qui ne sont pas musulmans, même dans des États complètement laïques, ce sont les juifs à Istanbul. Et donc, au parc, qu'est-ce qui est passé au mois de juin, au parc Gezi à Istanbul? Des manifestations de la classe moyenne laïque, si j'ose dire, urbaine, turque, qui avait voté pour l'AKP, qui avait soutenu le parti, alors appelez-le comme vous voulez, islamo-conservateur, ses partisans diront islamo-démocrate, donc de M. Erdogan, pour, non pas parce qu'ils étaient pro-islamistes, mais parce qu'ils considéraient que l'AKP exprimait les aspirations des classes moyennes montantes de l'Anatolie et qu'il était démocrate, par opposition à des militaires, certes laïques, mais considérés comme des fascistes, et des gens qui supprimaient les libertés publiques, qui mettaient les gens en prison, etc. Et vous avez eu, tout au long de l'histoire turque contemporaine, des luttes extrêmement violentes, si j'ose dire, entre laïcs, entre les militaires et l'extrême gauche. Et les coups d'État récurrents de la Turquie contemporaine n'ont pas été, sauf le dernier, des coups d'État anti-islamistes. C'était des coups d'État qui étaient le fruit de militaires qui défendaient les intérêts sociaux de la classe dominante contre ceux qui le contestaient à partir de groupes sociaux dominés, qu'ils soient turcs, kurdes, alévis, tout ce que vous voulez. Donc l'AKP a réussi, et c'est ça qui a fasciné tous les partis islamistes tunisiens, même marocains, qui a copié son nom, le PJD, Parti de la justice et du développement. C'est la copie, la traduction du nom de l'AKP turc. Ça les a fascinés parce que, justement, ça s'est accompagné d'un développement économique. Ces classes moyennes anatoliennes ont été promues, ont sous-traité pas mal de choses pour les entreprises, les grandes entreprises exportatrices, la plupart entre les mains de la grande bourgeoisie laïque. Et le parti islamiste turc AKP, c'est un peu comme le PC chinois, où les toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire encadrement des paysans sortis de leur cambrousse pour en faire des ouvriers qui étaient des ouvriers qui ne se syndiquaient pas, qui n'avaient pas de revendications, qui travaillaient d'autant mieux qu'ils étaient religieux, que je ne sais pas, c'était la variation sur le thème du patronat du Nord et du paternalisme, si vous voulez. Et tout ça a marché, en gros, tant que la Turquie a eu une économie de niche, puisque la Turquie, c'est une sorte d'un petit empire manufacturier qui inondait l'Union européenne et le Moyen-Orient, les marchés de consommation d'entrée de gamme, si vous voulez. Avec la crise au Moyen-Orient, la crise en Europe, il y a une rétraction très forte de cette offre exportatrice, ce qui fait que la croissance turque s'est effondrée cette année, et vous avez
en même temps, un peu comme ça a été le cas sous Morsi en Égypte, des tendances de plus en plus autoritaires et liberticides qui se sont fait jour dans le leadership turc de l'AKP, et ça s'est traduit donc par ces manifestations qui ont cassé le consensus qui avait porté l'AKP au pouvoir. Un peu comme en Égypte, où Morsi avait bénéficié de votes de gens qui avaient voté non pas pour lui, mais contre son adversaire, qui était le dernier ancien Premier ministre de Moubarak. Et le mode de gouvernance de Morsi a aliéné cette fraction de l'électorat, et du coup, disons, les anti-Morsi se sont retrouvés significativement majoritaires. Peut-être pas 14 millions, ça c'est l'armée qui a dit qu'il y avait 14 millions, parce qu'il y avait eu 13 millions d'électeurs de Morsi, donc il fallait un de plus pour le délégitimer et ensuite le destituer. Mais, alors voilà, c'est à peu près la manière dont je vois les choses. Je crois que le parti islamiste turc bénéficie un peu du même avantage que Nahda en Tunisie, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui... il ne fait plus du tout le plein des voix qu'il faisait autrefois, mais en revanche, face à lui, il a une opposition qui est complètement éparpillée. Il n'y a pas d'alternative structurée, à mon sens, aujourd'hui, qui soit capable, ça va peut-être changer, hein, mais au jour J d'aujourd'hui, de mobiliser toutes les oppositions anti-islamistes. Regardez la Tunisie, par exemple, où Nahda s'est trouvé très mal à cause de l'assassinat de Chokri Belaïd, puis du député de Sidi Bouzid, Mohamed Brahmi. Et ils ont accepté de quitter le pouvoir, etc. Et puis aujourd'hui, ils mettent des conditions pour ne pas le quitter. Et face à eux, ils ont une opposition tiraillée entre des aspirations individuelles qui font qu'ils jouent l'un contre l'autre et finalement, ils sont toujours là. Vous voyez ? Donc, mais tout ça pour dire que ce processus n'est pas un processus linéaire, d'où la difficulté de sa prévisibilité. Alors, pour la question de monsieur... c'est pas moi qui peux vous dire ce que ça apporte de nouveau. Ça, c'est à vous. Le livre, vous savez, c'est comme un enfant. Une fois qu'il est là, enfin, l'enfant n'appartient pas à tout le monde, il s'appartient à lui-même. Le livre vit sa vie, donc c'est à vous de le dire s'il apporte ou pas quelque chose de nouveau. C'est comme vous voulez, vous le jugez comme vous le souhaitez. Et moi, c'est bien sûr pas moi qui peux consciemment dire les choses. Non, il n'apporte rien de neuf. En fait, j'écris toujours le même livre depuis Le Prophète et Pharaon, écrit en 1984. Mais nous sommes un certain nombre dans ce cas. Hein, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas sûr que ce soit une rupture avec le travail d'avant. Non, ça en est simplement l'expression sous une forme différente, plus subjective justement, plus comment dire, plus sensible, mais c'est la même chose, c'est la même démarche. Le livre que j'écris actuellement qui est l'un des éléments on a 2500 pages de transcription d'entretien avec des candidats qui ne sont pas tous originaires de l'immigration. D'ailleurs, il y a aussi d'autres, il y a aussi des candidats du Front National, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. J'avais pensé au départ l'écrire de la même manière. Et puis, je me suis ravisé parce que, non pas que je n'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé écrire ce livre aussi, Passion arabe, mais parce qu'il me semblait que mon rôle comme passeur subjectif n'avait pas de sens, puisque c'était des enjeux que tout le monde pouvait interpréter. Quand je parle avec Michel David de la vie politique roubaisienne, par exemple, je n'ai pas besoin d'être le vecteur, de passer ça dans mes relations avec une femme de Roubaix. Il n'y en a pas eu à ma connaissance, à cause de vous peut-être, surveillé trop près, mais etc., etc. Alors que là, c'est plus important, si vous voulez. C'est ce qui m'a constitué pendant 30 ans dans mon rapport à ce monde, qui me permet d'en traduire ce que j'observe, mais qui n'est pas ce que je raconte là, sur le fond, n'est pas fondamentalement différent de ce que je racontais dans Le Prophète et Pharaon en 1984, qui était ma thèse de doctorat sur les mouvements islamistes en Égypte, et où j'avais relativement peu vu, parce que dès qu'un étranger comme moi, un Khawaga, voyait un islamiste, il était viré tout de suite. Mais donc j'approchais des gens de manière beaucoup plus compliquée qu'on ne le fait aujourd'hui, puis j'étais plus jeune, j'étais moins protégé,
Mais je lisais leur littérature, justement. Et heureusement que je savais lire, parce que c'est ça qui me permettait d'avoir accès à la manière dont les gens pensaient. Et quand j'ai publié le livre, il a été assez accueilli comme intéressant, mais très critiqué par un certain nombre de gens qui m'ont dit c'est aussi con que de prendre action directe et d'en faire un livre qui permet de comprendre ce qui se passe en France. Et bon, d'accord. Et il se trouve que les gars que j'ai interviewés quand ils avaient 25 ans, qui avaient mon âge en fait, hein, en Égypte, à ce moment-là, se sont retrouvés au pouvoir l'année dernière. Donc, bon, action directe, heureusement, ne s'est pas retrouvé au pouvoir. Et d'autres qui étaient peut-être pas moins radicaux, mais pas eux. Et au fond, pourquoi ? Parce que déjà, avec le prophète et Pharaon, j'avais essayé de mêler cette démarche à la fois sensible et intelligible. Et l'objectif était un peu le même, si vous voulez. Là, les circonstances et la façon dont il fallait réagir aux circonstances m'ont, sans que j'y pense au départ, dicté ce mode d'écriture. Parce que je ne pensais pas en faire un livre. J'avais publié un autre petit bouquin comme ça, de voyage, un petit récit de voyage beaucoup moins ambitieux que celui-ci, qui s'appelait « Chronique d'une guerre d'Orient », qui était paru juste après 2001, et où on m'avait proposé de faire une mission pour comprendre ce qui se passait, que j'avais faite. Et donc j'avais écrit le livre en parallèle à la mission, là encore pour des circonstances exceptionnelles. Et au départ, comme je me baladais, j'avais décrit ce voyage en Israël, à Gaza et autres. Je signais un bouquin chez Gallimard et Pierre Nora, qui passait par là, m'a dit « Tiens, qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Je dis « je viens d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie. Je pensais en faire un petit récit. » Il me dit « Passez-le-moi pour le débat. » Donc je l'ai passé, et puis de fil en aiguille, après j'en ai écrit sur la Tunisie, sur l'Égypte, et l'idée lui a plu, et le livre s'est mis en place comme ça. Après il a été retravaillé, etc., beaucoup, mais c'est ça qui en a été la démarche. Très bien, on va donc... merci Gilles en tout cas.